de participer donc à cette j'ai compris, c'est enregistré, à cette deuxième saison donc, de ces webinaires. Heu, Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je me présente donc, Julien Fernandez, donc je travaille à la DGITM comme ça a été dit, Direction générale des infrastructures des transports et de la mer. Et je suis chargé donc de la conception et surtout du suivi, du pilotage de la stratégie nationale portuaire dont je vais vous parler un petit peu plus tard dans ma présentation. Donc, écoutez, ravi d'être parmi vous, aujourd'hui, et de participer à ces échanges, et à cette, façon de faire un peu décloisonnée pour aborder, nos sujets portuaires et maritimes. Alors, je vais partager ma présentation comme ceci. J'espère que vous la visualisez correctement. Heu, donc j'ai pas du tout la prétention, bon, de vous donner une vue exhaustive de ce vaste sujet, du transport maritime et du monde portuaire, mais peut-être d'apporter quelques coups de projecteur, quelques éclairages, et je m'attacherai, en particulier à vous présenter 3 points. Un premier point un peu sur l'environnement, le contexte, dans lequel, sont nos ports, en précisant d'emblée que quand je parle de port, de la position dans laquelle je parle des ports de commerce, des ports qui traitent des marchandises, heu et je ne parlerai donc pas des ports, ni des ports de pêche, ni des ports de plaisance. Donc cette précision sur le périmètre étant faite, voilà, je ne la réitérerai pas. Donc un premier éclairage sur, voilà, le transport maritime, le contexte, l'économie mondiale. Un 2e éclairage sur un petit peu l'organisation portuaire en France, la gouvernance des ports, et puis un troisième point, évidemment, sur, la stratégie nationale portuaire qui a été adoptée récemment, que je vous présenterai, succinctement. Heu Ceci étant dit, donc j'entame un premier point, une première vue d'ensemble sur le contexte dans lequel nous sommes, et vous vous doutez que, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Je serai forcément incomplet. Alors tout d'abord, heu, pour parler des routes maritimes, et comme souvent une bonne image vaut mieux qu'un long discours. S'agissant des routes maritimes, de ce qui est, l'irrigation de nos ports de commerce. On a parlé de maritimisation de l'économie mondiale. Je crois que c'est une bonne représentation que celle qu'on a à l'écran de ce terme. On voit ici les principaux flux. Alors ça, c'est issu d'une étude de 2008, mais bon, c'est toujours valable au moment où on parle. Les principaux flux de transport maritime. On voit, l'hyperconcentration des flux, sur, les axes, transpacifiques, sur l'Atlantique Nord. Et puis, et j'y reviendrai, heu, l'enjeu crucial, hein, du passage par un certain nombre d'endroits clés, de détroits, de passages, de canaux, heu, sans lesquels, eh bien, finalement, un peu comme une artère qui se boucherait, cette économie alimentée par le transport maritime, s'arrêterait. Un deuxième, pour illustrer toujours cette maritimisation de l'économie mondiale, et peut-être aussi le fait, puisqu'on parle de la mer et des océans ici, le fait que d'une certaine façon, les océans sont des autoroutes, non pas des autoroutes de la mer au sens où on peut l'entendre parfois pour les courtes distances, mais des vraies autoroutes maritimes pour lesquelles les distances sont de plus en plus longues et de plus en plus utilisées. Heu, cette deuxième représentation, cette carte, qui, donne un petit peu en foncé et en clair les principaux axes névralgiques, en rappelant quelques chiffres. Je rappelle ici, en bas, donc chaque année, hein, ce sont, 10 000 000 de tonnes de fret, de la marchandise, qui transite sur les mers. On a en circulation environ 50 000 navires de commerce, et tout ceci représente 80 à 90 des échanges commerciaux sur notre planète. Donc qui se font donc par la mer, en tout cas qui comportent un maillon essentiellement maritime. Donc ça donne de la chair, ça donne du corps à cette notion
de maritimisation de l'économie mondiale et cette notion de finalement d'océan autoroute maritime. Alors je ne ferai pas un détour par l'histoire, ça date pas d'hier que les océans sont utilisés pour irriguer le commerce mondial, mais en tout cas, il est clair que depuis, la deuxième partie du XXe siècle, ce phénomène s'est accéléré, très clairement et je reviendrai là-dessus. Donc tout ceci évidemment passe par des ports et j'y reviendrai. Un dernier point que je rappelle ici, tout ceci représente, ce commerce maritime, à peu près 3,5 des émissions de gaz à effet de serre, mais compte tenu de l'évolution croissante des trafics, ce pourcentage augmente et il a augmenté grosso modo entre 2010 et 2020, il a augmenté de 10. C'est un sujet sur lequel on reviendra. Je parlais des je parlais des points clés, des points stratégiques. Bon, je vous apprendrai rien très probablement pour vous dire que ce commerce maritime, heu, ne pourrait, fonctionner, sans, le passage fluide dans un certain nombre d'endroits clés. Alors, j'ai mis en avant le détroit du Pas-de-Calais parce que c'est très proche de chez nous. On visualise, assez clairement de quoi on parle. Rien que le détroit du Pas-de-Calais, ça représente 20 du trafic mondial, toutes, marchandises confondues, 7 à 800 navires par jour, dans le sens montant et descendant, 70 000 passagers, ça c'est pour principalement les liaisons transmanche, mais pas que, heu et au surplus, c'est une zone d'activité de pêche, extrêmement importante. Quelques chiffres pour donner un peu quand même, une idée de l'importance stratégique de ces passages. Le canal de Suez, bon, on en a beaucoup parlé récemment, et finalement ça a illustré l'importance stratégique de ces passages, comme je l'indique. Donc 10 du trafic mondial, 50 navires jour. Effectivement, quand un navire se met en travers dans un passage tel que celui-là, eh bien, par effet collatéral, c'est, une grande partie de l'économie mondiale qui, est en stand-by. Le canal de Panama, c'est 5 du trafic mondial. Pour les conteneurs, c'est de l'ordre de 20, 40 navires par jour et le détroit de Malacca, là aussi extrêmement important, 20 des trafics conteneurs environ, puisque c'est le lien entre l'Asie, la Chine et l'Europe finalement, les Amériques même, et 200 navires par jour. Donc un certain nombre de passages clés, des endroits névralgiques, sans lesquels tout ceci s'arrêterait plus ou moins, tout ce commerce mondial maritime s'arrêterait plus ou moins et derrière le commerce portuaire, le trafic portuaire. Quelques éléments d'illustration justement de ce que ces flux maritimes génèrent, comme trafic portuaire. Et là, aussi, alors même si les choses sont inscrites un peu petit en dessous, mais ce qu'on voit très clairement, c'est une forme d'illustration du commerce mondial et de l'hyperconcentration qu'il produit au niveau portuaire. On a des mégaports ou des gigaports qui sont principalement, en Chine, pour schématiser, heu, Ningbo, Shanghai, avec, plus d'1 milliard de tonnes de trafic, pour Ningbo. Heu Et puis, on a des ports, alors que je qualifierais pas de secondaires, mais des ports de desserte plus régionale, parce que secondaire, c'est un peu péjoratif. Et là, on retrouve nos ports, heu, Marseille, Dunkerque sur la partie droite de l'histogramme et on voit bien le différentiel. Donc on a un petit peu à l'image, si on pouvait faire une comparaison, de l'aéroportuaire, on a les grands ports hubs qui n'ont fait que se développer du fait de l'intensification et de la massification du trafic maritime, les planches que je vous montrais précédemment. Des hyperports, des ports hubs et en particulier, effectivement, les ports qui servent à l'exportation de la Chine vers le reste du monde, en particulier des conteneurs. Donc on a quand même un schéma d'ensemble, heu, de l'importance des différents ports qui est assez marqué entre l'Asie, pour faire encore une fois schématique, et l'Europe, avec en Europe un grand port hub qui est le port de Rotterdam. Sur les trafics conteneurs justement, parce que ça, bon là aussi je pense que je vous apprends rien, ça a été finalement le changement, le tournant majeur, à partir des années 60-70, c'est-à-dire le développement de la conteneurisation qui en fait n'a fait qu'accompagner le développement du commerce,
de produits manufacturés, en particulier de l'Asie vers l'Europe. Bon, là aussi, ça vaut le graphique vaut mieux qu'un long discours, j'ai pas besoin d'être très disert là-dessus. Le trafic de conteneurs ne fait qu'augmenter selon une pente, régulière, heu, depuis les années 2000 en particulier. Ça génère, comme vous savez, je parlais de gigaports, ça génère des giga porte-conteneurs, heu et tout ceci ne fait que, ne confirmer, la répartition, si je puis dire, ou les différentes, la spécialisation des ports, très grands ports, ports moyens et ports, secondaires, de desserte régionale. Sur les ports à conteneurs, simplement une petite illustration à nouveau. Vous voyez, on a à nouveau cette répartition, Asie, États-Unis, Los Angeles, Long Beach, qui est le grand port, d'Amérique du Nord et pour vous situer, bon là on est, voilà, les ports à conteneurs, 5,6 millions de conteneurs pour le port qui est tout en bas du classement. Le Havre en France, c'est environ, 3 millions de conteneurs, un peu moins de 3 millions de conteneurs. Voilà, pour vous donner une idée, on est à 43 millions à Shanghai et 3 millions là. Donc on a ce schéma des grands hubs d'export, heu, quelques grands hubs d'import, Los Angeles ou Rotterdam et ensuite des ports d'éclatement, encore une fois pour être très schématique, comme par exemple chez nous le port du Havre. Heu, bon, je reviens pas là-dessus, la tendance est la même en termes de développement du trafic conteneurisé en Europe. C'est ce qui nous conduit, on en reparlera après, voilà, à spécialiser un certain nombre de nos ports dans ce traitement, ce transit des conteneurs. Heu et je redescends progressivement vers la France pour arriver à un petit peu là aussi sur une illustration, comment est structuré notre système portuaire ou notre réseau de ports de commerce. Là, on voit, il est, lui-même un peu à l'image du commerce, maritime mondial. On a 3 grands points d'accès, Dunkerque, Le Havre, Marseille, eux-mêmes reliés à 3 axes, fluviaux et ferroviaires, et finalement, j'en parlerai en en détaillant la stratégie nationale portuaire. C'est un élément essentiel, de notre stratégie que de développer cette logique de grands ports hub et d'axes pour capter un certain nombre de trafics en provenance ou à destination de la France. Là aussi, on est dans une logique un peu similaire à celle de la logique du secteur aéroportuaire. Et à côté de ça, à côté de ces grands ports, nous avons un réseau de ports de commerce de niveau local et dans notre approche du système portuaire, on il est extrêmement important de notre point de vue de veiller justement à ce qu'il y ait une forme d'équilibre et parfois une forme de complémentarité entre les grands ports hubs et les ports régionaux, heu, que sont par exemple le port de Brest, le port de Sète, voilà. Donc il y a cette notion d'équilibre qui est importante, heu, sur bien des aspects sur lesquels je reviendrai. Très rapidement, les trafics par catégorie de marchandises dans nos ports, là, ce sont les grands ports maritimes. On voit encore une prédominance à gauche, les liquides en vrac, les hydrocarbures, une prédominance des hydrocarbures dans les trafics portuaires, mais on le sait très clairement, à court ou moyen terme, on a déjà amorcé une baisse tendancielle des trafics d'hydrocarbures. Les trafics conteneurisés qui sont ici se développent, heu et la question de la baisse tendancielle des hydrocarbures, mais j'y reviendrai, appelle la question de ce qu'on appelle les relais de croissance. Qu'est-ce qui viendra en substitution de ces trafics hydrocarbures dans un horizon de temps relativement, proche? Alors j'ai récapitulé ici quelques chiffres clés, je ne vais pas tous les détailler, mais voilà, bon, pour dire que l'ensemble du trafic traité dans les ports de commerce français est de l'ordre de 300 millions de tonnes. Après évidemment, il y a eu une variation forte entre 2019 et 2020, mais je reviendrai sur la crise sanitaire juste après. On a en termes d'emploi, puisque les ports sont réellement un écosystème extrêmement vaste et varié de différentes activités. On a 40 000 emplois directs dans les 7 grands ports maritimes, les principaux ports de commerce en France. Si on compte les emplois indirects, c'est pratiquement 200 000 emplois.
donc un vivier important autour de l'activité portuaire. Heu, on parlait du fret ici, en termes d'accueil de passagers, c'est de l'ordre de 11 millions de passagers en 2020, année terrible évidemment pour le trafic passager, mais je dirais en vitesse de croisière, les ports français accueillent en moyenne 30 millions de passagers. Et ici, puisqu'on s'intéresse de temps en temps au classement quand même, Marseille et Le Havre sont, respectivement en termes de volume de trafic, au 7e et 10e rang, européen, des ports. Alors, j'ai voulu vous faire un petit éclairage sur, les impacts de la crise sanitaire sur nos ports, même si beaucoup de questions restent en suspens comme je le dirai un peu plus tard. Ce qu'on peut observer, d'ores et déjà, c'est que cette crise, elle n'a pas fait que des perdants et elle a surtout bénéficié, dans le secteur portuaire, aux grands hubs. En fait, elle n'a fait que reconcentrer encore plus les trafics sur des grands hubs. Heu, donc on a un phénomène que j'ai appelé d'hyperconcentration, dans des ports en Europe comme Algésiras, Gao Toro qui est un grand port à conteneurs, en Italie, le Pirée, Anvers. Donc ces ports-là ont renforcé leur position. Heu et évidemment Shanghai, Singapour, Ningbo, Los Angeles aussi pour la partie, Asie, Amérique et globalement, toute la période de crise jusqu'à aujourd'hui a, renforcé les flux transpacifiques au détriment des flux entre l'Asie et l'Europe. On a observé, moins 10 d'escales dans les ports européens en 2020. On se stabilise en début 2021. Et évidemment, comme vous pouvez vous en douter, l'impact majeur de la crise dans le secteur portuaire a concerné tous les ports qui escalent des passagers et le trafic automobile, qui accueille des automobiles, puisque le secteur automobile a été particulièrement impacté par la crise. Donc ça concerne des ports en France comme Marseille, qui est un grand port d'escale de navires de croisière, mais pas que, enfin dans d'autres pays, d'Europe, l'impact a été très fort. Parce qu'on est arrivé à 0 trafic, tous les navires étant à quai. On a un phénomène qui est très très prégnant, très important, de perturbations, totalement inédites sur le trafic mondial de conteneurs. Non pas tant que le volume de conteneurs échangés depuis la crise Covid a baissé, mais c'est plutôt des perturbations, un déséquilibrage en fait des flux de conteneurs qui a été entraîné par la crise sanitaire. Heu, des annulations d'escales, des repositionnements de flux entre l'Asie et les États-Unis quand l'activité a redémarré en Chine. Tout ça a entraîné une hausse considérable des taux de fret. Donc là, je donne quelques exemples, hein, mais enfin, on passe en gros de 2 000 $ en janvier 2020 pour un conteneur entre Shanghai et l'Europe du Nord à de l'ordre de plus de 10 000 $. Donc ça donne quand même une idée, de ce qui se passe et surtout de l'impact que ça peut avoir sur toute la chaîne logistique et d'approvisionnement derrière et in fine sur l'inflation potentiellement. Heu, idem sur, Shanghai et la côte est américaine. Donc ça, c'est un phénomène majeur, heu, c'est du jamais observé jusqu'ici évidemment. Voilà et qui pose évidemment un certain nombre de questions sur ce marché. Des pénuries de conteneurs, en fait un double effet, pénurie de conteneurs en Asie qui a exporté massivement au moment de la reprise, excédent de conteneurs dans les ports d'un port. On s'est retrouvé véritablement avec des situations de congestion des ports qui «croulaient» entre guillemets littéralement sur les conteneurs, des congestions donc et in fine tout ceci engendre des tensions extrêmement fortes entre les différents acteurs, transporteurs maritimes d'un côté, donneurs d'ordre, les industriels, et les logisticiens. Donc un marché et derrière toute une économie autour de ces flux de conteneurs qui est en ébullition du fait de cette pandémie. En France, alors je rappelle juste sur la France, bon, le PIB a baissé de 8 en 2020 en moyenne. Sur la zone euro, c'est 7. Évidemment que tout ça, naturellement, a un impact sur le trafic maritime et portuaire. On a observé en 2020 une baisse de pratiquement 14 du trafic total sur les ports principaux, les grands ports maritimes métropolitains. Bon, inutile de dire que c'est une baisse totalement inédite aussi. Heu, on observe cependant au 1er semestre une reprise progressive. On est dans le positif, les trafics avec quand même quelques progressions sensibles, notamment pour Le Havre, Marseille, Dunkerque, les grands ports, en particulier sur les trafics conteneurs.
Alors, quelques questions. J'ai évidemment pas, la réponse à toutes ces questions, mais je vous les livre. On se pose plein de questions, autour des effets, et ça dépasse bien sûr largement le secteur portuaire, hein, mais est-ce qu'on va assister à la relocalisation de certaines productions, avec derrière un impact sur les trafics, de nos ports? Peut-être moins de trafic, peut-être moins de trafic conteneurs sur certains secteurs. Va-t-on assister à une restructuration du transport maritime qui aujourd'hui est structuré en alliance de différents armateurs, qui est en fait très concentré? J'ai vu récemment que Home Depot, donc qui est, une chaîne de plus de 2 000 magasins aux États-Unis, a annoncé qu'il allait exploiter son propre navire pour sécuriser justement ses approvisionnements qui sont acheminés en conteneurs. Donc ça, c'est un élément, nouveau dans le paysage, si je peux dire. Heu, Va-t-on assister au développement des escales exceptionnelles? Bon, le trafic conteneurs en particulier fonctionne sur des escales, très très planifiées, très prévisibles. La pandémie a déstabilisé tout ça. Heu, Si ces escales exceptionnelles se développent, ça va perturber considérablement l'exploitation de nos ports. Va-t-on assister à une baisse durable des taux de fret, à une hausse durable, pardon, des taux de fret de conteneurs? Ça, c'est une vraie question, avec un impact majeur potentiel sur l'inflation. Les trafics croisières, il y a une vraie interrogation sur, voilà, le développement des trafics de croisières, de grandes croisières sur les paquebots. Pour certains de nos ports comme Marseille, l'accueil de navires de croisière, c'est considéré comme un vrai relais de croissance à d'autres activités qui sont plutôt en baisse. Que va-t-il se passer après la pandémie? Et puis derrière, les nouveaux outils de régulation. Heu, Certains acteurs économiques, demandent à ce que l'Europe se dote d'outils de régulation de marché, un peu du type de ce qui existe aux États-Unis. Voilà. Un certain nombre de questions, vous voyez, qui ont toutes un impact, sur nos activités portuaires. Donc j'en termine avec ce 1er coup de projecteur un peu sur la vision d'ensemble. Je fais un petit éclairage maintenant sur, la gouvernance de nos ports finalement, comment nos ports sont organisés. On a en France, bon je l'ai dit un petit peu en commentant la carte tout à l'heure, un système portuaire finalement assez varié, assez diversifié. Des grands ports, alors je dirais basiquement des grands ports, des moyens ports, des petits ports, mais derrière ça, il y a une organisation, heu, spécifique, à la France. Donc je vais vous décrire, succinctement. Bon, en France, on pour rappeler un peu la toile de fond institutionnelle, sur les affaires portuaires, le Premier ministre, en particulier secrétaire général de la mer, a une fonction d'animation et de coordination de tous nos travaux, d'élaboration de la politique, portuaire et maritime. Heu, c'est notamment Ça se traduit notamment par un comité interministériel de la mer, heu, organisé, piloté par le secrétaire général de la mer, qui est organisé en règle générale tous les ans. Je reviendrai tout à l'heure à la stratégie nationale portuaire, mais pour donner un exemple, c'est le comité interministériel de la mer, présidé par le Premier ministre, qui a formellement adopté la stratégie nationale portuaire en début d'année. On a un comité France Maritime, qui est une structure assez nouvelle, créée en 2016, qui est fondée sur, la coopération, heu, entre les acteurs, publics et privés sur toutes les affaires justement de développement, maritime et portuaire, et qui contribue à l'élaboration des politiques publiques. Donc ça, c'est le niveau, 1er ministre, et on a ensuite un ministère de la mer et un ministère chargé des transports dans lequel je travaille, heu, qui, chacun ont compétence en matière, maritime et portuaire. Le ministère des Transports, étant plus particulièrement chargé, heu et en particulier c'est la DGITM qui est le bras armé de l'administration pour le ministère des Transports sur ces points, de développer justement les politiques relatives aux ports, les politiques d'infrastructure portuaire, les sujets d'encadrement réglementaire et juridique. Voilà. La DGITM, bon, je vous l'ai mis là, puis de toute façon le support a vocation à bien évidemment à vous être transmis, donc c'était simplement pour finalement dire un peu qui on est, enfin, ou dans quoi je travaille. Donc c'est une grande direction générale d'administration.
avec, une direction ou un pôle infrastructure, un pôle service dans lequel je travaille donc qui s'occupe des grands ports maritimes et fluviaux, une direction des affaires maritimes. Voilà, donc pour vous remettre un peu ça dans le contexte administratif. Ceux qui travaillent sur les affaires portuaires. Un petit focus sur les statuts des ports de commerce donc maintenant. Hem, donc en France, on compte 66 ports de commerce. Ce sont ces ports qui traitent, les plus de 300 millions de tonnes de fret et les 30 millions de passagers dont je parlais tout à l'heure. On a parmi ces ports 11 qui relèvent de l'État. Ce sont des établissements publics, 5 grands ports maritimes en métropole, donc les ports de Dunkerque, Nantes, La Rochelle, Bordeaux et Marseille. On a une nouveauté dans notre paysage depuis cette année, qui est un grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, qui s'appelle Aropa, et donc qui a été, créé officiellement, installé, si je puis dire, au 1er juin de cette année. Donc Aropa, c'est le regroupement du Havre, des ports du Havre, de Rouen et de Paris, au sein d'un même axe. Ça rejoint le schéma des différents axes que je vous montrais tout à l'heure. C'est la concrétisation de cette politique d'axes, d'axes portuaires. On a 4 grands ports maritimes relevant de l'État, donc outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique, en Réunion, en Guyane, et un port d'intérêt national à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc ces ports, l'ensemble de ces ports, ces 11 ports, représentent à peu près 80 pardon, des trafics de marchandises qui transitent dans l'ensemble des ports français. Et puis 54 autres ports de commerce sont décentralisés, c'est-à-dire sous compétence de collectivités territoriales. J'ai fait un petit récapitulatif ici dans un tableau, mais bon, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est simplement pour résumer un petit peu, les différentes répartitions de tutelle et de compétences, entre les différents ports. Je vais en revanche, voilà, revenir un tout petit peu ici sur, une réforme importante qui a eu lieu en 2008, une grande réforme portuaire, heu et qui a consisté notamment à, réorganiser la manutention portuaire. Heu, il vous a sûrement pas échappé, vous vous souvenez peut-être de grandes grèves dans la manutention, dans les années 80 ou 90. Ça a suscité, beaucoup de réflexions sur la compétitivité de nos ports. Ça a abouti finalement à cette réforme, heu, qui a été un changement assez majeur dans l'écosystème portuaire, puisqu'elle a conduit à la cession de la manutention portuaire à des entreprises, privées, en tout cas dans les grands ports d'État, puisque dans certains ports décentralisés, la manutention portuaire peut être organisée en régie. Mais, en règle générale, on a depuis cette, réforme de 2008, cette fonction de manutention portuaire, qui est évidemment une fonction clé dans l'activité du port, confiée, à, des entreprises privées par le truchement, par le biais de ce qu'on appelle les conventions de terminal, heu, signées entre, l'autorité de tutelle, les ports et les entreprises, privées qui réalisent la manutention. Un petit point sur, comment nos grands ports maritimes, sont organisés dans leur gouvernance, pour dire que cette gouvernance, elle se veut collégiale. On a assez classiquement, bon, ça ressemble à pas mal de schémas de gouvernance d'établissements publics, industriels et commerciaux, mais le point au-delà du directoire et du président du directoire, c'est la combinaison entre un conseil de surveillance qui, définit, les orientations stratégiques du port et qui exerce le contrôle sur la gestion du port, un binôme conseil de surveillance et conseil de développement, lequel conseil de développement est ouvert à un certain nombre d'acteurs économiques locaux, à des associations, de défense de l'environnement, des partenaires sociaux, et qui lui-même, ce conseil de développement, contribue, notamment à l'élaboration des projets stratégiques, portuaires, puisque chaque grand port maritime, heu, a, se dote, tous les 4 ou 5 ans d'un projet stratégique qui définit ses grandes orientations. Les ports décentralisés, je parlais des ports d'État, les ports décentralisés donc sont des ports administrés par, les collectivités territoriales. Heu, les compétences en matière uniquement de police portuaire peuvent être partagées entre la collectivité et l'État.
Et ces ports-là, bon, quelques exemples, hein, c'est le port de Calais, on a quand même des ports importants, hein, comme les ports de Calais, Boulogne-sur-Mer aussi, Caen, Cherbourg, Brest, Lorient, Saint-Malo. Heu, Quand on dit souvent par abus de langage grand port et petit port. Petit port, je trouve ça un peu péjoratif comme terme. Heu, à l'échelle d'une région et pour certains à l'échelle nationale, ce sont des ports, d'importance. Alors un petit schéma qui résume en fait cet écosystème portuaire, et qui est vraiment, un schéma important, alors, j'espère qu'il est à peu près clair. Le problème de tous les schémas, c'est qu'à un moment donné, quand on les fait, à la fin, on se demande si c'est vraiment clair. Mais en tout cas, bon, on a en fait nos 2 pieds dans le système portuaire. Nos grands ports maritimes, les ports d'État, avec les 3 portes d'entrée dont je parlais tout à l'heure, les grands axes. Les ports décentralisés. Donc c'est sur ces 2 pieds qu'on essaye d'asseoir notre politique nationale portuaire et notre stratégie nationale portuaire. Et tout ceci, découle évidemment de grandes priorités de politique nationale. J'en ai cité, voilà, politique énergétique, industrielle, environnement, les politiques d'emploi, d'aménagement du territoire. Tout ceci finalement constitue le socle d'une politique portuaire, mais qui après a vocation à s'appliquer à l'ensemble, et j'y reviendrai, à l'ensemble de ce système portuaire État décentralisé, de façon la plus cohérente possible. Alors ça m'amène à mon troisième point d'éclairage, qui est la stratégie nationale portuaire. Alors comme je disais à l'instant, c'est un peu ma transition, en fait cette stratégie nationale portuaire, elle a son 1er point, si je puis dire, sa première orientation, c'est sa vocation à s'appliquer à l'ensemble des ports de commerce. Donc sans distinction de port d'État ou port décentralisé, bien évidemment aux ports de métropole et aux ports d'outre-mer. Heu, c'est une stratégie qui a été élaborée, heu, de façon concertée avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics, État, services, collectivités ou privés, toutes les parties prenantes, du système et des trafics portuaires. Heu Cette stratégie, bon, comme je le disais, elle a été adoptée, lors du comité interministériel de la mer du 22 janvier, en ce début d'année. Alors dans un contexte, vous vous le doutez bien, un peu particulier puisqu'on était, vraiment on était à la fin de je ne sais plus quel confinement, au début d'un autre, en plein milieu, je dirais, du gué, de la crise sanitaire. Mais finalement, ça a été l'occasion de redonner un certain nombre d'ambition, de redonner ou de donner un cap le plus clair possible, pour le développement de nos ports. Donc le premier objectif qui est exposé très clairement, c'est un objectif, de reconquête de parts de marché, heu, en particulier sur le trafic des conteneurs. Heu, Ce qu'on observe depuis un certain nombre d'années se confirme, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui à peu près 40 de conteneurs, donc de produits manufacturés, qui arrivent à destination du marché intérieur français, mais sans passer par des ports français. Beaucoup, de ces trafics passent par, le port d'Anvers ou le port de Rotterdam, mais pas que, peut aussi par Barcelone, ou par Tanger, heu et cette partie-là de ces flux, à la fois pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons environnementales, parce que passer par Barcelone, ou par, Anvers ou Rotterdam pour atteindre, l'Île-de-France, c'est pas forcément, le chemin le plus vertueux d'un point de vue environnemental pour acheminer des marchandises. Donc à la fois pour des considérations d'ordre économique, et d'ordre environnemental, donc on a cette, intention, cette ambition claire de reconquête de parts de marché. Alors il y a 4 axes stratégiques qui ont été définis, donc et qui sont issus de cette, large concertation dont j'ai parlé en début. Tout d'abord, affirmer les ports comme des maillons de la performance des chaînes logistiques. C'est-à-dire ne finalement, alors l'idée n'est pas nouvelle, hein, soyons modestes, mais affirmer le fait qu'un port, ça n'est pas uniquement une interface entre la mer et un quai, des grues et quelques entrepôts. Un port, c'est en fait un hub, un nœud, entre,
la terre, l'hinterland, parfois très lointain, les activités industrielles et logistiques et la mer. Le deuxième axe stratégique, c'est de faire des ports des outils de développement économique des territoires. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai donné quelques chiffres sur hem, la le nombre d'emplois directs ou indirects générés par l'activité portuaire. Heu, il est bien évident que si on devait ajouter à ces chiffres-là, les nombres d'emplois liés à des activités qui dépendent, des imports ou des exports passant par les ports français, ce serait bien plus important. Heu, donc il y a tout un pan d'activités à développer, et j'y reviendrai, là-dessus et pour faire de nos ports des ports, pas uniquement ports aménageurs, mais ports entrepreneurs dans notre vocable, mais je reviendrai là-dessus. Le troisième axe stratégique, fort, c'est de faire des ports des hubs de transition écologique. Alors je suis désolé, c'est un peu jargonneux, hub de la transition écologique. C'est qu'en fait, les ports en tant que concentrateurs de multiples activités, forcément ont un impact sur l'environnement, heu, mais ils représentent aussi un potentiel important, un levier important pour participer, pour contribuer à la transition écologique et à la transition énergétique. J'y reviendrai là aussi. Le quatrième axe, c'est, les ports au cœur de l'innovation et de la transition numérique. Parce qu'un port, c'est, un ensemble d'infrastructures physiques, des quais, voilà, des grues, des entrepôts, ce qu'on veut, mais ce sont depuis, maintenant, une vingtaine d'années et un peu plus, un ensemble d'infrastructures, numériques extrêmement important, et donc il est vital en fait, de continuer en permanence à, renforcer, à développer la performance des infrastructures numériques portuaires. Sur les performances des chaînes logistiques, hem, bon, ce qui est important, c'est de voir qu'on est on est actuellement dans une phase de transformation du modèle économique des ports. Heu, le plan de relance portuaire qui a été dégagé dans le cadre du plan de relance national a permis, d'accélérer ce processus, en particulier en finançant ce que je viens de dire, des projets de transition écologique, de développement du report des connexions, avec les modes ferroviaires et fluviaux des ports. Mais c'est cette transformation qui est en jeu et qui est en cours aujourd'hui. Heu, les ports maillons de performance des chaînes logistiques, c'est aussi accroître l'implantation d'activités génératrices de trafic dans les ports. C'est tout ce qui tourne autour des industries vertes, heu, des industries de relais, je disais, à des activités qui, à moyen terme, déclineront, en particulier toutes les activités liées au trafic, d'hydrocarbures. Au travers de cette notion de performance des chaînes logistiques, on a souhaité aussi développer l'observation, l'amélioration de la connaissance sur la performance de nos ports. On a mis en place en ce début d'année un observatoire portuaire et des chaînes logistiques, mais l'idée derrière cet observatoire, c'est de se doter d'outils, qui nous permettent de mieux appréhender les points forts et les points faibles des grands ports maritimes, dans une vision qui soit la plus structurée possible, heu, là où avant on avait peut-être tendance à avoir des visions un peu parcellaires port par port. Donc évidemment, quand on parle de performance des ports dans la chaîne logistique, il faut se doter d'outils d'observation, de ce et d'objectivation de cette performance. C'est ce qu'on a tâché de faire, cette année et c'est un exercice d'observatoire qu'on réitérera, les années suivantes. Et il y a tout ce qui tourne autour, heu, aussi des formalités administratives, de l'amélioration, de la simplification et de la promotion et du marketing sur lequel un certain nombre de collègues, de la de l'équipe Business France, travaillent avec nous dessus. Ça, c'est un premier point. Heu, ça part de quoi? Je reviens pas sur les conteneurs, mais là aussi un schéma très simple, ça part de ce constat d'une concurrence qui ne fait que se renforcer, en particulier sur les trafics conteneurisés. Ce petit schéma, il montre simplement ce petit graphique montre simplement la part en fait de chaque port, enfin des grands ports, conteneurs d'Europe, dans la distribution ensuite des conteneurs dans leur hinterland. On voit que Rotterdam distribue, 40 de conteneurs dans les Pays-Bas, mais aussi pratiquement 30 en Allemagne, un certain pourcentage en France. On voit ici en gris qu'Anvers distribue
des conteneurs à destination de la France. Donc ce sont, voilà, ces éléments-là qu'on cherche à corriger au travers de cet objectif de reconquête de parts de marché et de meilleure inscription des ports dans l'ensemble des chaînes logistiques. Le deuxième point, la deuxième ambition de la stratégie, heu, les ports outils de développement économique, ça consiste principalement, cet objectif-là, cette ambition, à renforcer d'une part le rôle des ports en tant qu'aménageurs. Et là, on ne parle plus des quais, et vraiment de l'interface entre le navire et le port. On parle de ce qui se passe derrière, si je puis dire. C'est-à-dire toutes les implantations logistiques industrielles, tout ce qui permet de fixer, finalement les trafics, dans les ports et tout ce qui permet de créer cette connexion entre les ports et les activités économiques, derrière. Un certain nombre de ports ont des réserves foncières importantes qu'il va nous falloir valoriser, en intégrant évidemment des contraintes, qui sont, les nôtres aujourd'hui, c'est-à-dire les contraintes de, diminution, voire de réduction de l'artificialisation des sols. Donc ça, c'est un véritable défi d'arriver à concilier ces 2 objectifs. Et le deuxième point, à côté de ce rôle d'aménageur, c'est le développement des activités du port entrepreneur. Alors on a un peu coutume de dire qu'on est en train de basculer, bon, c'est une façon de dire les choses, d'un modèle de port aménageur responsable d'infrastructure, vers un modèle de port entrepreneur. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les ports, l'objectif est de développer finalement les fonctions commerciales et marketing, la capacité à se projeter aussi à l'international, à se vendre, excusez-moi la formule, à l'international, comme le font beaucoup de grands ports, dans d'autres pays. Donc ça, c'est vraiment, à la fois une culture et une compétence, sur lequel on travaille à ce que les ports puissent se développer. Les L'objectif derrière cela, c'est évidemment développer les connectivités, en particulier avec les modes ferroviaires fluviales. Aujourd'hui, heu, une des caractéristiques, un des points d'amélioration, de nos ports, en particulier de nos grands ports, c'est la faiblesse des connexions avec les modes, fluviaux et ferroviaires. On a une part encore trop importante de pré et post-acheminement portuaire, heu, qui, transite par le mode routier. Vous voyez, pratiquement 80 on peut dire. Heu, alors non seulement, heu, ça correspond pas nécessairement aux objectifs, environnementaux, portés par le ministère et portés par l'ensemble de la collectivité, si je puis dire, mais par ailleurs, c'est un facteur limitant pour les trafics portuaires et pour l'objectif dont je parlais de captation finalement, d'un certain nombre de trafics qui partent par des ports étrangers. Pré et post-acheminé par un mode routier, c'est un facteur limitant, pour le développement des trafics. On transporte de manière beaucoup plus, massive, comme on dit, et beaucoup plus efficace, optimale, en particulier par le mode ferroviaire. Donc là, je vous ai remis, quelques éléments, vous voyez, hein, les parts, du ferroviaire et du fluvial sont tout de même assez faibles. Il y a un certain nombre de 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 différences à l'intérieur des différents entre les différents ports, hein. Le port de Dunkerque a une desserte ferroviaire de l'ordre de 30, heu, mais bon, on est quand même en moyenne sur, des niveaux relativement faibles. Heu, bon, pour donner des éléments de comparaison, hein, simplement, hein, sur des ports comme Hambourg, on a à peu près 40 de desserte, fluviale. Rotterdam, on doit être à 40 sur la desserte ferroviaire. Donc on voit qu'on est, voilà, on a, comme on dit poliment, une marge de progression qui est assez importante sur ces domaines-là. Voilà, et derrière ça, c'est ce que je disais là, quelques illustrations au travers de ces cartes. L'enjeu, c'est d'augmenter le périmètre de l'hinterland portuaire, c'est-à-dire la zone, l'aire de marché, si on peut dire, des ports, là où les marchandises peuvent, aller ou partir du port. Heu, le mode ferroviaire, le mode fluvial, c'est une possibilité d'élargir le marché, les marchés potentiels, des ports français. Un point rapidement
pour évoquer les axes, comme levier justement de cet objectif de développement des modes massifiés. Les 3 axes dont je parlais, l'axe nord, l'axe Seine, l'axe Rhône-Saône, voilà, ce sont aussi finalement, c'est une méthode pour mettre ensemble les différents acteurs du monde portuaire, du monde économique, les opérateurs de transport ferroviaire et fluviaux, les faire travailler ensemble pour, atteindre les objectifs dont j'ai parlé, c'est-à-dire développer, les parts ferroviaires et fluviales de nos ports, développer les trafics des ports. Donc je passe rapidement, mais je vous ai indiqué ici les 3 exemples, sur le nord, sur la Seine et sur l'axe, Méditerranée-Rhône-Saône. Le premier exemple que je citerai juste ici, c'est celui de l'axe Seine. En fait, c'est une coopération des 3 ports de l'axe Seine, Havre, Rouen, Paris, heu, qui existe depuis un certain nombre d'années et qui a donc conduit in fine à la fusion de ces 3 ports au sein de l'ensemble dont je parlais tout à l'heure, d'un seul et même établissement, heu, fluvio-maritime de l'axe Seine. Mais derrière cela, il y a cette idée d'organiser cette coopération, de décloisonner, d'organiser la coopération entre les différents acteurs publics-privés, les clients des ports, les ports et les opérateurs de transport. Même chose pour Medlink, voilà, même chose pour Medlink, en tout cas même méthode finalement. Medlink, c'est une association, hein, qui regroupe, voilà, les acteurs du transport fluvial, les ports maritimes, ports d'État, ports décentralisés, les gestionnaires d'infrastructures. Voilà, même objectif, développer les modes ferroviaires fluviaux, travailler avec les clients potentiels. Coopération interportuaire, Norlink aussi, je ne reviens pas dessus, c'est le même produit. Pour vous donner des illustrations sur cette logique, d'axe, cette volonté de décloisonnement. 2 derniers points, 2 dernières ambitions de la stratégie, heu, les ports comme accélérateur de la transition écologique. Donc là, c'est un objectif fort, une ambition forte de notre stratégie, qui là encore, vaut pour les ports d'État, les ports décentralisés, l'ensemble des ports. Il s'agit pour les ports de contribuer, aux objectifs de neutralité carbone, hein, qui sont un peu notre socle, notre objectif général à horizon 2050, la neutralité carbone. L'enjeu pour les ports, les enjeux principaux, c'est développer la fourniture multi-énergie, l'approvisionnement, notamment en carburant alternatif pour les navires. Je précise, sur ce point que nous sommes dans un contexte européen désormais, puisque l'Europe a, proposé récemment une révision de la directive sur les carburants alternatifs, qui a pour objectif, de fixer justement des objectifs beaucoup plus contraignants, à la fois pour les ports d'un côté et puis pour les armements maritimes en termes, de mise à disposition de carburants alternatifs et d'utilisation de carburants alternatifs. Donc on est clairement dans ce contexte-là. C'est également pour les ports, valoriser les chaînes logistiques et écologiquement vertueuses, ce que je disais juste avant sur les modes ferroviaires fluviaux. Attirer des entreprises innovantes aussi, autour des activités d'économie circulaire, d'écologie industrielle. Heu, Renforcer la protection de la biodiversité. Les grands ports maritimes ont mis en place des schémas de protection de la biodiversité, mais ces démarches-là doivent encore se développer. Et puis tout ce qui tourne autour de l'adaptation, au changement climatique, qui est un enjeu, extrêmement fort pour un certain nombre de nos ports. Cette planche, juste pour indiquer que, les ports ont multiplié des projets, je dirais, tous azimuts dans le domaine de la transition énergétique, transition écologique, avec, on est dans une phase. Alors c'est pour le coup, je reprends le mot qui est un peu galvaudé, mais on est vraiment dans une phase de transition où à la fois les ports et les acteurs de l'économie, en général et l'économie portuaire, se posent un certain nombre de questions sur les mix énergétiques normalement. Quels vont être les bons choix entre le GNL, l'hydrogène, et cetera. Donc ça génère un foisonnement de projets, en particulier, projet de branchement électrique à quai. Là, encore une fois, qui est quand même un axe extrêmement fort dans les sujets de transition énergétique, dans les ports. Voilà, et puis derrière, il y a des systèmes d'incitation aux navires les plus vertueux qui sont mis en place, voilà, pour que, finalement cet ensemble de projets fasse système. Dernier point, en matière d'innovation et de transition numérique,
Donc là, c'est une dernière ambition extrêmement forte de la stratégie nationale portuaire aussi. Comme je le disais tout à l'heure, l'infrastructure numérique aujourd'hui est aussi importante, je vais le dire comme ça, que l'infrastructure physique. Les ports, comme dans d'autres secteurs évidemment, hein, sont dotés de multiples interfaces numériques, de multiples systèmes qui passent par des systèmes informatiques et donc il y a, je dirais, 3 enjeux autour de ça pour résumer. Heu, Renforcer de manière, continue et permanente la performance de ces systèmes. La performance d'un système numérique dans un port, c'est un élément clé de sa compétitivité, au même titre que l'efficacité de la manutention, que, l'accessibilité des chenaux et cetera. Donc c'est un premier point. Le deuxième point, c'est, heu, là aussi de manière régulière, permanente, travailler à la simplification des processus et le troisième point, c'est la sécurité. L'enjeu de cybersécurité, il est absolument majeur. Là, encore une fois, c'est pas propre au secteur portuaire, mais on a vu récemment, vous avez dû lire récemment un certain nombre d'attaques, heu, sur des systèmes qui ont, touché, soit des représentants d'armement maritime, soit des entreprises de manutention, et qui ont eu pour effet de créer des blocages majeurs. Donc l'enjeu de cybersécurité, il est absolument, crucial, je dirais, en accompagnement du développement du digital dans les ports. Heu, sur l'innovation, je ferai un petit clin d'œil au collègue César Ducruet qui va prendre la suite de la présentation en disant qu'un des objectifs de la stratégie, c'est aussi de structurer une communauté de la recherche portuaire à laquelle César, contribue. Heu, Pourquoi? Parce que, on voit, enfin, j'ai essayé de montrer au travers de ma présentation que le secteur portuaire est confronté à un certain nombre de questionnements, de défis. On est un petit peu dans cette phase de changement majeur et pour, appréhender ces choses-là, certes, on peut s'appuyer sur des experts, du monde portuaire, mais il est aussi bien de travailler avec le monde de la recherche, avec, voilà, toute la ressource intellectuelle, dont on peut disposer pour essayer de mieux se projeter et mieux anticiper nos défis de demain et ça, c'est l'enjeu de ce qui est une des actions de notre stratégie nationale portuaire, donc qui consiste à structurer ce qu'on a appelé la communauté nationale de la recherche portuaire, voilà, qui va contribuer donc à cette ambition. Eh bien, je vous remercie de votre, attention. J'espère que je n'ai pas été trop,